Alors, écoutez, bienvenue à nouveau pour ce webinaire. Donc, je me présente, je suis donc Thomas Bozzo, le président de Barnabé.io, qui est donc une société créée autour de l'hygiène thérapeutique des patients et qui propose, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais qui propose maintenant depuis peu aux professionnels libéraux et notamment donc aux diététiciennes et diététiciens de pouvoir proposer directement des activités de groupe ou assimilés directement en ligne. L'ordre du jour, rapidement, donc l'accueil que je suis en train de réaliser avec vous. Et puis ensuite, 4 grandes questions. La première, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour développer votre activité au quotidien en tant que diététicien, diététicienne. Quelles sont les bonnes pratiques qui sont généralement recommandées et voilà, et en quoi ça répond réellement à ces difficultés. Pourquoi se lancer finalement dans des approches de groupe au regard de tout ça? Et enfin, comment mettre en place simplement des ateliers de groupe en libéral, avant un petit mot de la fin. Alors, simplement pour vous rappeler les quelques petites règles d'animation. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas être visible ensuite sur la vidéo du webinaire, je vous invite à couper votre caméra dès que possible. Voilà. C'est un webinaire qui est interactif, qui se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à intervenir, mais si possible, via le chat, et donc des membres de l'équipe de Barnabé, éventuellement, que ce soit Johanna, Aïcha ou Manon qui sont présents avec nous, pourront éventuellement m'interpeller si je n'ai pas vu vos questions. Et donc, encore une fois, pensez à couper vos micros, puisque nous sommes nombreux, heureusement d'ailleurs, durant ce webinaire. Alors, qui sommes-nous? Je voulais évoquer rapidement tout à l'heure, mais pour me resituer, pour vous resituer ce qu'est Barnabé. Donc Barnabé, c'est une société qui a été créée durant le premier confinement pour aider les patients et les pros à poursuivre l'éducation thérapeutique des patients. C'est à la base une commande qui nous a été faite par les réseaux de santé d'Île-de-France, notamment obésité, diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, et ainsi de suite, qui s'est ensuite répandue sur plusieurs établissements et autres réseaux de santé. Et nous sommes nés de cette demande-là qui m'avait été faite à l'époque. Voilà, c'est une société qui se veut à impact et qui a mis ça dans ses statuts. C'est-à-dire, c'est important pour nous d'avoir de l'impact et qui a pour objectif de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'accompagnement, à l'éducation, à la santé. Juste pour vous expliquer aussi pourquoi notre point de départ, c'est que quand on nous a fait cette demande, on a découvert qu'il y avait donc, on le savait déjà un peu, mais qu'il y avait 24 millions de malades chroniques en France, et qu'il n'y a seulement que 300 000 bénéficiaires d'éducation thérapeutique chaque année en France, toutes maladies chroniques confondues, toutes régions confondues. Donc ça vous donne une idée de l'écart potentiel qu'il y a entre le nombre de malades chroniques et le nombre de bénéficiaires d'éducation thérapeutique. Et là, je ne parle que des malades chroniques, je ne parle pas des personnes à risque, des personnes qui sont syndromiques, syndrome métabolique, des personnes qui ne sont pas malades chroniques, mais qui se posent des questions sur leur santé, tout simplement parce qu'elles sont enceintes ou dans les 3000 jours autour de la naissance, tout ce genre de choses, de situations qu'on peut imaginer. Notre vision, c'est que les professionnels sont la clé de tout ça, donc on a des concurrents qui essaient de faire plutôt des solutions en propre et qui contournent les professionnels de santé. Nous, on croit beaucoup, au contraire, à l'implication des professionnels de santé et notamment des diététiciens, des diététiciennes. Et finalement, notre mission, c'est d'essayer de vous équiper pour faciliter simplement ces accompagnements et que cet écart entre ces 300 000 et ces 24 millions se réduise, on l'espère, plus facilement. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, ce webinaire, il est né de 2 enquêtes qu'on a réalisées. Alors, une enquête qui est quantitative et qui est un peu permanente auprès des milliers de patients qu'on a déjà sur Barnabé.io, qui sont donc des patients qui viennent notamment des réseaux de santé, qui viennent des établissements, etc. Et ce qui nous a vraiment agréablement surpris, ça nous a fait plaisir, donc c'était essentiellement des ateliers digitaux en visio, comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais aussi quelques-uns en présentiel. C'est le Covid qui voulait ça, mais voilà, sur plusieurs milliers de patients, on a 94% quand même qui recommanderaient les ateliers de groupe en ligne et ou en présentiel. C'est-à-dire que on a observé que les patients qui font des ateliers, ils ont toujours une petite appréhension parfois au préalable, et une fois qu'ils en ont fait
généralement 2, 3, 4. Après, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire qu'ils le recommanderaient à tout le monde, et ils ont vécu une expérience, c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est que 60% des patients qui ont suivi des ateliers gratuits, donc par l'intermédiaire des parcours d'éducation thérapeutique qui sont proposés et financés par les agences régionales de santé, par exemple, ou par la CNAM, etc., seraient prêts à payer pour en suivre d'autres. Donc, une fois que les patients ont participé à ces ateliers, une fois qu'ils ont vécu ces ateliers, souvent, ils souhaiteraient continuer à vivre ces accompagnements et en suivre d'autres. Là, je parle que de l'éducation thérapeutique, mais c'est des phénomènes que vous avez peut-être déjà dû observer si vous travaillez dans des SSR, notamment sur les patients qui sont en rééducation, par exemple, en rééducation après un infarctus ou des choses comme ça. On va les prendre en charge pendant 3 mois, ça va être assez intensif, ils vont avoir de la HDJ, et puis soudainement, ils vont être un peu lâchés dans la nature, et très souvent, ils aimeraient pouvoir continuer à vivre cet accompagnement, et ils sont souvent prêts à payer de leur poche pour pouvoir poursuivre des accompagnements de la sorte. Et en groupe, c'est-à-dire en gardant ce contact avec d'autres patients. On a aussi fait une enquête qualitative là auprès des libéraux, alors, sur Barnabé, qui exercent déjà déjà plus de 500, et pourtant sur leur activité. Et donc ils sont plus de 500, notamment dans les structures, hein, mais un peu moins en libéral pur, j'ai envie de dire. Et donc une immense majorité est convaincue, alors peut-être parce qu'ils exercent eux-mêmes, de l'intérêt des ateliers de groupe, mais une immense majorité aussi ne propose pas d'atelier de groupe car ils trouvent ça trop difficile à organiser, du moins en libéral. C'est-à-dire qu'ils en organisent par l'intermédiaire des coordinations, etc., des établissements ou des réseaux avec lesquels ils travaillent, mais peu ou pas en libéral parce qu'ils trouvent ça trop difficile à organiser. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement pour votre activité au quotidien? Alors ça, c'est donc ce qui vient de notre enquête notamment. Vous avez, d'après nos enquêtes, des difficultés pour recruter, c'est-à-dire notamment quand vous lancez une activité libérale, que ça soit juste en sortie d'école, mais y compris quand vous lancez une activité libérale parce que vous avez été salarié. Donc je crois que de mémoire, il y a à peu près les 2/3 des diététiciens et diététiciennes exercent plutôt en salarié, et quand vous voulez lancer une activité libérale par-dessus, vous avez du mal à recruter parfois des patients. À assurer aussi un flot continu de patientèle, c'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire que vous avez des patients qui viennent, mais c'est assez aléatoire. En fait, vous avez des mois où vous allez avoir beaucoup de patients, puis d'autres mois où ça va se tarir. Et comme vous avez du mal, on le verra, à les fidéliser, et généralement, c'est assez irrégulier. Et ça, c'est quelque chose qui est remonté de manière assez systématique, à payer Doctolib pour celles et ceux qui l'ont. C'est-à-dire que Doctolib a été pensé, comme son nom l'indique, plutôt pour les médecins, plutôt pour les médecins libéraux à l'origine. Et les tarifs ont été pensés aussi pour les chiffres d'affaires des médecins. Et donc, c'est ce qu'on illustre sur le point qui est en dessous. Les revenus moyens déclarés en BIC aux impôts par diététicien sont généralement 4 fois inférieurs à ceux des médecins généralistes. Donc, le poids relatif de Doctolib sur vos chiffres d'affaires est 4 fois supérieur. Et donc, ça vous coûte très cher par rapport au service que ça vous apporte. Vous avez du mal aussi à fidéliser et à engager les patients. Donc on a, alors ça on nous l'a dit à de nombreuses reprises, des phénomènes de ghosting de patients, des patients qui viennent, qui se présentent, qui sont très motivés, etc. Et puis pouf, du jour au lendemain, ils disparaissent. Plus de son, plus d'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu assez souvent. Vous avez du mal... en BNC, pardon, effectivement, autant pour moi, c'était BNC et BIC, mais bien vu. Vous avez du mal, merci de votre remarque, à combler les heures creuses, c'est-à-dire qu'on nous a dit, moi c'est une remarque qui m'a marqué, c'est finalement, on a un peu des horaires de caissière en supermarché, c'est-à-dire que ça va être compacté beaucoup le matin avant 10h, beaucoup entre midi et 2, beaucoup le soir et beaucoup le week-end. C'est les horaires où les gens ne travaillent pas, parce que autant il est facile de dire à son employeur, par exemple, qu'on va voir un médecin, autant dire souvent les professions paramédicales, qu'on va voir son diététicien, son psychologue, etc. C'est beaucoup plus compliqué de l'opposer à son employeur, à son prof, etc. Et donc, les patients viennent s'agglomérer comme ça sur des horaires où vous avez beaucoup de demandes alors que vous avez beaucoup de creux. Et vous avez du mal, du coup, aussi à les accompagner dans la durée. C'est-à-dire que les patients, encore une fois, disparaissent. C'est un peu le contre-coup du ghosting. Avec un élément qui est commun à ces deux choses, le recrutement et à l'engagement, qui est aussi des taux qui sont fixés généralement
on va dire par localité, par région. Donc on a des taux qui sont différents à Paris que dans la Creuse, en fonction de la densité de diète, mais aussi de la densité de patients. Et donc voilà, donc vous êtes assez contraint, et c'est ce qui explique aussi ces revenus qui parfois sont limités. Enfin, vous avez du mal à communiquer, vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, notamment ce qu'on appelle maintenant les digital natives, hein, les gens qui sont nés avec le digital et qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, qui ont l'habitude, voilà. Et pour d'autres profils, c'est un peu plus compliqué de se mettre à tout ça. Et puis surtout, de quoi on parle sur les réseaux sociaux quand on est diète, qui on cible, comment on avance. Exister dans les recherches Google, pareil, comment on apparaît en haut dans les recherches Google sur quelqu'un qui cherche diététicienne plus sa ville, mis à part en étant sur Doctolib. Et finalement aussi vous démarquer, c'est-à-dire que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens connaissent mal votre métier, ont du mal à comprendre la différence. Alors ça c'est l'exemple, nous on a fait un article sur Barnabé sur quelle est la différence entre diététicien, nutritionniste, etc. Et c'est un des articles qui est le plus lu. Parce que les gens ont vraiment du mal, et je pense que vous le vivez au quotidien, à vous différencier avec un médecin nutritionniste, avec quelqu'un qui se dit nutritionniste, voilà, qui a des pratiques de coach en nutrition, ce genre de choses. Et donc, ça c'est un premier élément assez évident, mais vous avez aussi beaucoup de mal, visiblement, à vous démarquer dans vos pratiques, c'est-à-dire que vous vous adressez pas toutes et tous les mêmes patientèles, vous avez des spécialités, des sous-spécialités, des sous-segments, que ce soit l'obésité, le diabète, l'anorexie, les enfants, les adultes, les seniors, etc., etc. Et c'est compliqué pour vous d'exister au milieu de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, encore une fois, vous avez des revenus moyens déclarés, donc en BNC et pas en BIC, merci, qui sont malheureusement largement inférieurs alors aux professions ordinales, mais aussi simplement les professions qui sont remboursées, et ça, c'est un sujet sous-jacent. Du coup, j'avais envie de vous poser une première question. À laquelle vous pouvez répondre librement dans le chat, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ces difficultés qu'on nous a exprimées? Donc c'est des entretiens, on en a mené une bonne quinzaine. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces difficultés? Est-ce que vous en avez d'autres à nous évoquer? Voilà, donc visiblement vous y retrouvez tout à fait. C'est assez unanime. Voilà, donc vous arrivez à les fidéliser, donc c'est ce que nous dit Mounia, vous avez du mal à trouver de nouveaux patients, mais vous arrivez à les fidéliser. Et les difficultés pour avoir des prises de rendez-vous. Ok. Ah, pas de trou dans la journée, alors ça je suis curieux, parce que pour le coup, c'était vraiment assez unanime. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez aussi à avoir des journées qui soient relativement complètes? Vous les fidélisez avec un forfait, c'est hyper intéressant. Beaucoup de commentaires, merci beaucoup. Et donc effectivement, on va voir sur les bonnes pratiques sur comment sourcer, j'ai envie de dire, plus facilement des patients, mais effectivement se faire connaître auprès des médecins et des autres professionnels de santé, c'est effectivement une des pratiques les plus répandues. Merci beaucoup de ces commentaires. Alors justement, quelles sont les bonnes pratiques qui sont généralement recommandées? Alors peut-être avant d'y répondre, vous avez commencé à y répondre vous-même, mais est-ce que vous en avez à nous partager dès maintenant, avant que je vous dévoile ce qui nous est revenu des différentes enquêtes qu'on a pu faire? Alors se faire connaître auprès des autres qui nous accordent 0 temps. Alors, je ne sais pas ce que ça sous-entend de dire que ça vous accorde 0 temps, c'est-à-dire que vous avez un manque de se faire connaître. Ils ne vous répondent jamais, ouais. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Alors je vous rassure, les médecins ne nous répondent jamais non plus. Je pense que la population des médecins fait que, mais les pauvres, malheureusement, ils sont pour le coup très demandés, notamment les généralistes, surtout en ce moment avec les problématiques de désertification médicale. Présence sur le web, ok, intéressant. Web, bouche à oreille. Très bien, merci. Utilisez au max les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée, pour ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, de la part de patients qui viennent des réseaux sociaux dans toute votre file active? Dans votre file active actuelle, est-ce que ça représente un quart, un tiers, la moitié par rapport aux médecins? Communication, très peu. Ah, la moitié quand même. La moitié, un dixième. Ok. 95%. Ok. Ah oui, donc effectivement, c'est énorme. Et
Et donc, les personnes qui ont donc entre la moitié et quasiment 100% de patients qui viennent sur les réseaux sociaux, l'activité sur les réseaux sociaux, ça vous prend combien de temps à peu près par jour, en gros? Juste par curiosité. Donc, bouche à oreille, 80%, Facebook, Instagram, 20%. 1 à 2 heures par jour, d'accord. Donc, c'est quand même plusieurs heures par jour. Donc, c'est quand même un très gros investissement pour vous. 2 heures par jour ou 1 heure par jour environ. OK. Donc, vous passez donc beaucoup de temps, et c'est hyper intéressant de nous le partager, donc beaucoup de temps à aller chercher des patients en ligne. Alors, pour reprendre le même schéma, donc les bonnes pratiques qui nous sont remontées généralement quand on pose des questions à d'autres diététiciens, diététiciennes, ce qui est généralement aussi enseigné dans les DUT, dans les BTS, ce qu'on vous transmet généralement, c'est pour le recrutement, c'est effectivement de se faire connaître auprès des autres pros. Donc, on nous a beaucoup dit que le fait d'être dans une maison de santé, par exemple, ou dans une CPTS, facilite l'inclusion, parce qu'une fois qu'il y a 2-3 médecins qui vous connaissent, vous allez avoir beaucoup d'adressage. Alors, je vais demander, il y a une personne qui a son micro ouvert encore, désolé, si elle peut le fermer, parce qu'on entend des bruits de zip. Voilà, merci. Donc, effectivement, c'est un gros levier d'inclusion pour vous. Souvent, on parle aussi des établissements, hein, se faire connaître simplement des services de nutrition ou des services d'oncologie, etc. Et se rapprocher de cela pour une transmission ville-hôpital, j'ai envie de dire, enfin hôpital-ville dans ce sens-là plutôt, des patientèles. Oui, effectivement, c'est Madame Annick Lanceau. Si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Et donc, les établissements peuvent facilement vous orienter des patients. Nous, on a eu des cas où c'était vraiment notoire, hein, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient rapprochées de services, notamment de nutrition, pour des personnes en situation d'obésité, et qui avaient systématiquement, alors soit qui exerçaient déjà dans ces établissements, mais simplement sinon qui étaient dans l'écosystème de cet établissement et qui avaient systématiquement des patients qui leur étaient adressés. Voilà, merci beaucoup Annick, effectivement. Des mairies aussi, moi c'est quelque chose qui m'a étonné, mais visiblement les mairies certainement plutôt par les centres sociaux et en gros par les polices de la ville, etc., peuvent vous adresser des patients. C'est pas forcément les patients qui ont le plus de ressources et de moyens, mais le fait de se faire connaître par des mairies, c'est quelque chose qui nous a été remonté permet d'eux. Et enfin, les associations, alors là, on va avoir plusieurs types d'associations. Celles qui vont, a priori, vous adresser le plus de patients, et moi, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'elles si ce n'est pas déjà le cas. Et ça, c'est mon autre casquette d'ancien consultant dans ces univers-là qui vous le dit, c'est de vous rapprocher de tout ce qu'on appelle les structures de coordination des territoires. Et donc là, il y en a plein, mais celles qui sont en train de se développer de la manière la plus forte actuellement, ce sont ce qu'on appelle les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, ou les CPTS. Donc les DAC, dispositifs d'appui à la coordination, qui sont là pour coordonner généralement les cas complexes, les cas les plus complexes, dans les cas polypathologiques par exemple, où il va falloir avoir un cercle de soins autour, et dans le cercle de soins, très souvent, il va falloir qu'il y ait évidemment une ou un diététicien, diététicienne, et donc c'est l'occasion de recruter de nouveaux patients. C'est pas forcément les patients les plus simples en revanche, mais c'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez. Et ils ont aussi une mission d'animation territoriale et de réorientation, c'est un guichet unique. Donc tous les patients qui vont se présenter au DAC d'eux-mêmes, ou les aidants qui vont se présenter, ils vont devoir effectivement réorienter. Je rebondis tout de suite sur la remarque d'Annick. Merci beaucoup pour cette remarque. Effectivement, c'était au travers notamment des mairies, mais pas que. Les écoles et les collèges, effectivement, peuvent être des éléments de réorientation, d'orientation de patients, et donc de se faire connaître auprès des écoles et des collèges peut vous permettre aussi de trouver de la patientèle. Je reviens sur les associations. Donc les premières que je vous évoquais, c'était les DAC. Les DAC sont financés par les agences régionales de santé. Donc vous en avez a priori, selon où vous habitez, vous en avez au moins c'est un dispositif par département, voire plusieurs. Je sais par exemple dans le 77 il y en a 2, le DAC Nord et le DAC Sud. Ce sont généralement les anciens réseaux cancéraux, les anciennes Maya, etc. Vous connaissiez peut-être. Et donc vous pouvez les trouver assez facilement. Ils sont soit déjà formés, soit en cours de formation, mais adressez-les. Les deuxièmes, où je vous invite vraiment à les adresser, c'est ce qu'on appelle donc les CPTS, si ce n'est pas déjà le cas. Donc c'est les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, qui ont été créées en même temps que les DAC, c'est la loi Ma Santé 2022, vous savez, et qui vise à rassembler des professionnels. Donc je suppose que vous connaissez déjà ce dispositif, mais si jamais ce n'est pas le cas, rapprochez-vous des CPTS. Je vous donne un exemple concret qui va vous permettre de comprendre l'intérêt notamment des DAC et des CPTS.
Chez Barnabé, on a la chance de coordonner un projet qui s'appelle GPS Obésité, qui est un projet d'expérimentation autour de l'obésité. Et ce projet s'adresse enfin, permet à toute personne en situation d'obésité qui n'est pas généralement prise en charge dans un parcours de chirurgie bariatrique, de pouvoir bénéficier d'un parcours médico-éducatif, donc de type en fait éducation thérapeutique, mais qui n'est pas d'éducation thérapeutique, pris en charge par la CNAM. C'est une expérimentation qui n'est que sur 6 départements. Les diététiciens et diététiciennes peuvent y participer. Simplement, il faut qu'elles soient rapprochées d'une de ces structures de coordination. Donc, vous pouvez continuer d'exercer en libéral, évidemment, mais pour pouvoir participer à cette expérimentation, il faut que vous soyez vous-même membre d'une MSP ou d'une CPTS, qui est beaucoup plus simple, ou proche d'un DAC, ou de n'importe quelle structure. De la même manière, et j'ai vu que par exemple Anna était là, Anna Merdubourg, on a aussi un dispositif qui est porté par un DAC, qui est le DAC Appui Santé Loiret. Le dispositif s'appelle Fabrique ta santé. C'est un dispositif qui est financé par l'Europe, là, en l'espèce, et qui propose aussi des accompagnements également pour les personnes en situation d'obésité, et des accompagnements plutôt sur le mieux vivre avec l'obésité de manière un peu large, pas forcément à vertu éducative, mais plutôt à vertu d'accompagnement. Donc Fabrique ta santé avec un K pour le fabrique. Que je vous invite à aller découvrir également. Et Fabrique ta santé, encore une fois, est porté par un DAC. Donc voilà, ce type de structure peuvent vous proposer éventuellement des solutions pour trouver des patients. Aussi participer également à des événements autour de la santé près de chez vous. Donc il y a parfois des forums, des choses sur l'alimentation. Ça, je vous apprends rien, je pense, mais voilà. Fidéliser et engager, ce qu'on vous recommande souvent, c'est de mettre en place bêtement une mailing list. Alors, je vous le dis parce que certaines d'entre vous, je pense, certains d'entre vous ont des pratiques très avancées, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais la pratique vraiment de base, à niveau zéro, hein, j'ai envie de dire presque, pour fidéliser et engager vos patients, et en fait, finalement, n'importe quel type de patientèle et clientèle, c'est d'avoir une mailing list. Le mail, ça a l'air de rien, mais c'est quasiment ce qui engage le plus les personnes. Quand vous faites une mailing list, donc il s'agit simplement de prendre pas votre fil actif, mais votre stock de patients, tous les patients que vous avez pu avoir, X temps, d'utiliser un outil qui leur permet de se désinscrire de votre mailing list. Alors, il y en a plein sur le marché, dont pas mal qui sont gratuits, notamment français Sendinblue. Alors, son nom l'indique pas, mais c'est un outil français qui est en partie gratuit. Et ben, vous pouvez leur adresser donc des mails de manière récurrente. Généralement tous les trimestres, ce genre de choses. Ça a l'air de rien, mais encore une fois, ça va réengager. Petite parenthèse, moi j'ai un dentiste qui fait ça, et à chaque fois qu'il m'adresse un mail pour des infos diverses et variées, ça me fait penser qu'il faut que ça fait X années que je ne me suis pas fait un détartrage, etc. C'est quand même assez efficace, et je l'ai prouvé sur moi-même. Voilà. Et l'autre chose, c'est interroger ses patients pour comprendre les raisons exactes d'une sortie de parcours. Alors, la solution dont je parlais, c'est Sendinblue, je peux vous le mettre dans le chat. Et si vous cherchez mailing gratuite, vous en trouverez plein. Il me semble que Mailjet aussi en propose gratuitement, c'est aussi une solution française. Voilà. Et après, il y en a plein. Mailchimp, c'est une des plus connues. C'est les solutions de mailing qui sont généralement utilisées. Donc, interrogez ces patients pour comprendre les raisons exactes d'une sortie de parcours. Si vous avez l'occasion, vraiment, évitez de passer à côté de ça, et essayer de comprendre d'où ça vient et quelles sont les pratiques. Je ne sais pas si vous le faites déjà. Est-ce que quand vous avez un patient qui ne se présente plus comme ça, etc., je suppose que vous essayez de l'appeler, mais est-ce que vous le faites systématiquement pour essayer de comprendre quelles sont les raisons? Oui. Voilà, donc vous voyez, là, sur quelques réponses, c'est quasiment 1 sur 2 qui ne le fait pas. Je vous invite vraiment à le faire et essayer de comprendre, effectivement, voilà, à minima un appel pour essayer de comprendre, et éventuellement un mail, et vous allez avoir parfois des surprises. Communiquer, ce qu'on vous recommande généralement, c'est basiquement de créer son site web. Alors, créer son site web, ça a l'air de rien, mais ça peut être vite assez compliqué et assez coûteux. Donc parfois d'avoir, et on vous le propose notamment avec Barnabé, mais d'avoir une simple page où vous présentez votre activité pour exister en ligne, alors que ce soit sur Barnabé, mais aussi sur les réseaux, hein, bêtement, effectivement, sur Facebook, sur Instagram, même sur LinkedIn. On peut recruter pas mal de patients sur LinkedIn. Voilà, mais avoir une existence en ligne, en tout cas, autre que simplement votre offre en ligne, donc votre offre de consultation.
Être présent sur les réseaux sociaux, on l'a vu, ça peut vraiment être très utile. Simplement, il faut en avoir conscience. Donc là, ça a été illustré. Ça prend beaucoup de temps. Effectivement, pour le site internet, merci. Effectivement, il y a des solutions pour les sites internet qui sont très simples. Si vous avez, par exemple, la suite professionnelle de Google, qui vous permet aussi, par exemple, d'avoir votre propre nom de domaine, ce genre de choses qui coûte pas très cher. Hein. Vous avez la version de base qui est à quelques euros par mois. Vous pouvez très facilement construire un site. Vous avez de plus en plus de solutions qui vous permettent même de faire ce qu'on appelle dans le jargon des landing pages, des pages d'atterrissage, très simplement, très rapidement, et les mettre en ligne à moindre coût sans commencer à faire un vrai site qui est un peu coûteux. Et donc, vous avez effectivement, via Google, mais alors il y a d'autres solutions qui existent sur le marché, notamment une, c'est un peu plus complexe, mais vous pouvez acheter des modèles qui s'appelle Webflow, qui est en train de se développer. Hop, je vous le mets dans le chat. C'est déjà un peu plus compliqué. 12 € par an. Très bien. Pour vous. Et donc, proposez votre offre en ligne. Plus vous allez être visible, de toute façon, sur Internet, mieux ça va se passer. Ce qui nous remonte souvent, mais on a pu en parler, c'est que ces pratiques sont bien, mais elles sont souvent peu évidentes à mettre en œuvre pour des personnes qui ne sont pas trop initiées, et souvent, malgré tout, coûteuses à mettre en place. Donc là, nous, Barnabé, on essaie de vous proposer des solutions pour vous faciliter tout ça, à moindre coût. Mais ce type de webinaire, déjà, sur l'échange de pratiques, hein, l'échange de pratiques vaut aussi bien pour vos pratiques métiers, pour vos pratiques en tant que diététicien, diététicienne, ce qui se fait très souvent à l'hôpital, mais aussi pour ce genre de sujet-là. Et je ne peux que vous inviter à échanger entre vous d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai une question sur les recommandations, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, qu'on a posé la question des recommandations, très souvent, mis à part les personnes qui faisaient elles-mêmes de l'atelier, on ne parlait jamais des approches de groupe, et notamment sur la fidélisation et sur l'acquisition. Est-ce que vous-même, vous avez déjà proposé des approches de groupe, j'entends en tant que libéral, pas des approches de groupe, dans votre approche libérale pour votre propre patientèle, et pas pour le compte d'un établissement ou d'un réseau de santé ou d'un dispositif. Alors, c'est à peu près 1 sur 2, si je dis pas de bêtises, atelier de cuisine, juste avant le Covid. Voilà, difficulté pour un local dans le cadre d'atelier de cuisine. Donc effectivement, vous êtes dans une profession, alors un peu avec de la même manière que les enseignants d'activité physique adaptée, vous avez une chance, c'est que vous avez une activité qui se prête pas mal aux ateliers de groupe quand même. Alors effectivement, notamment sur les ateliers de cuisine, nous, les ateliers de cuisine, chez Barnabé, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. On est notamment partenaire d'un projet qui s'appelle Cuisto, C-U-I-S-T-O, qui est un projet de recherche en soins, non pas de recherche clinique, mais de recherche en soins, pour prouver l'efficacité des ateliers de cuisine, qu'ils soient des ateliers, recettes, où vous proposez une recette, où les gens font leurs courses, etc., où vous avez fait des courses pour elles et puis vous cuisinez, ou ce qu'ils appellent défi, qui nous paraît vraiment plutôt sympa, où en fait vous proposez en visio aux patients de faire avec ce qu'ils ont dans leur frigo, ce qu'ils ont dans leur placard. Et vraiment apprendre aux patients à cuisiner avec ce qu'ils ont chez eux, à disposition, y compris quand ils ont une boîte de petits pois et enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors, j'avance. Donc, pourquoi se lancer dans les approches de groupe? Alors, je vous pose de la même manière, on a un tas d'arguments derrière à vous présenter. Nous, vous l'avez compris, on est vraiment convaincus par les approches de groupe, mais j'aimerais bien d'abord vous poser la question. Et avant ça, je vais répondre à la question sur le défi. Non, l'énorme avantage du défi aussi, c'est que vous n'avez pas, a priori, les personnes ne cuisinent pas en même temps, elles animent uniquement. C'est-à-dire qu'elles proposent aux patients alors généralement 5-6 patients maximum, parfois plus, mais c'est rare, il faut être sinon 2. Voilà, donc il y a une méthodologie qui est guidée. On va faire un webinaire sur ce sujet-là avec Damien Galtier, que vous connaissez peut-être, qui est diététicien également, et qui est un des grands papes de la cuisine défi, qui y croit beaucoup. Et voilà, c'est une autre méthode, et c'est plus de l'animation, et c'est plus voilà, de la mise en confiance des patients. On est plus sur un volet psychosocial, de mise en confiance, de Dumbo, j'ai envie de dire, pour permettre aux patients de se faire confiance et de cuisiner, et de partager ça en plus chacun dans sa cuisine, et c'est assez ludique, c'est assez sympa généralement. Voilà. Donc, pourquoi se lancer dans des approches de groupe? Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce que pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, donc synergie ludique, je suppose que c'était pour parler des approches de groupe, mais
qu'est-ce qui, d'après vous, justifie une approche de groupe? Le partage, tout à fait. Plus de contacts, plus d'expérience entre les gens. Bâtir une communauté, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Et parenthèse, je le redirai juste après, mais de l'expérience des parcours d'éducation thérapeutique, maintenant, on a organisé plusieurs milliers d'événements, d'ateliers sur Barnabé. Le groupe fermé ou semi-fermé, où les gens se rencontrent, partagent, se motivent ensemble, effectivement, se rassurent ensemble, en fait, engage beaucoup plus les patients. Et donc, ces patients qui disparaissent du jour au lendemain, mais ça, on l'a tous vécu même dans d'autres sujets, disparaissent beaucoup moins quand ils sont dans une dynamique de groupe. Et voilà, donc effectivement, c'est ludique. Culinothérapie, c'est génial comme terme. Cuisine sans recette, parfait pour un groupe. Effectivement, ouais, donc c'est... Merci Anna. Voilà. Et oui, regrouper des patients. Effectivement, merci. Donc, première chose, c'est que, en fait, le groupe, c'est une tendance de fond. Hein. C'est quelque chose, alors, c'est ce que je mets en conclusion, c'est un mouvement vers la santé communautaire. La santé communautaire, c'était un peu, ça date des années 60-70 de mémoire. Tout le monde disait à l'époque c'était génial. On n'a jamais vraiment réussi à aller vers ça. On a toujours, pour l'instant, encore une santé qui est très en silo. Mais avec l'arrivée de l'éducation thérapeutique notamment, et de ces logiques de groupe de patients, et puis aussi simplement de communautés de patients qui sont formées autour des associations de patients. Voilà, il y a une vraie émergence, donc une évolution vers l'éducation thérapeutique, vers ces méthodes d'accompagnement, du métier de diététicien, diététicienne, mais aussi des autres métiers paramédicaux, voire périmédicaux. Hein, on parle aussi des enseignants d'activité physique adaptée, voire des métiers même de bien-être, hein, évidemment la sophrologie, etc. L'émergence des groupes d'entraide entre patients, que ce soit autour des associations de patients, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une dynamique. Je ne sais pas si vous avez consulté un peu, mais il y a de plus en plus de groupes, et c'est d'ailleurs une zone intéressante pour aller recruter des patients. Il y a de plus en plus de groupes de patients qui se forment autour d'une pathologie, autour d'une situation, autour d'objectifs communs, et qui s'automotivent, et donc cette logique de groupe vraiment fonctionne. Il y a quelque chose qui menace, je pense, un peu vos pratiques, dans la qualité de vos pratiques, et parce qu'il y a des qualités qui sont beaucoup plus variables par principe, parce qu'elles sont moins encadrées, et qu'elles ont un historique qui est moins important. C'est l'arrivée des pratiques alternatives qui sont pas forcément reconnues comme étant des professionnels de santé. Alors ça, à la limite, voilà, mais qui sont pas forcément, encore une fois, encadrées, et qui se saisissent de ces sujets de plus en plus plébiscités et qui sont généralement très présents justement sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va avoir les coachs en nutrition, les naturopathes, etc. Donc on peut avoir estimer avoir la double compétence, il y a des diététiciens, diététiciennes, pourquoi pas, qui ont des démarches sur des médecines douces, mais on a des personnes qui du jour au lendemain, enfin vous les connaissez, hein, qui se disent et qui ont un discours généralement assez agressif, hein, même en termes de communication sur les réseaux, et voilà, et qui généralement font des pratiques de groupe. Et des besoins émergents des patients, et d'autant plus après le Covid, ça nous on a vraiment observé, c'est-à-dire que le groupe c'est vraiment plébiscité. Donc on a un mouvement vers la santé communautaire. Alors, ce que nous disent, et ça vous allez me le confirmer, mais c'est un peu ce que vous nous avez dit, ce que nous disent, donc pour la thérapeutique, ce que nous disent les diététiciens, diététiciennes qui réalisent beaucoup d'ateliers de groupe, de ce que vivent les patients, c'est que ça permet enfin de partager ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui, notamment qui ont une maladie chronique ou qui ont une situation un peu compliquée, avec des troubles du comportement alimentaire, des choses comme ça, pouvoir parler avec d'autres patients, partager ses émotions, surtout avec des personnes qui leur ressemblent, qui sont un peu comme eux, ça leur fait un bien fou au-delà. Voilà. Donc on a beaucoup parlé des ateliers de cuisine, mais simplement des groupes de parole sont généralement très efficaces aussi, et je vous le dis parce que c'est souvent le cas. Sur Barnabé, on a beaucoup de groupes de parole diététiques autour de l'alimentation, et c'est des choses qui plaisent beaucoup et dont les patients se sentent très confortés. Du coup, se sentir moins seul face à la maladie, face à ces problématiques liées à l'alimentation, etc. Lutter contre la stigmatisation, ça c'est vraiment fondamental, important, notamment pour les personnes en surpoids ou en sous-poids, ou avec des troubles alimentaires, ou avec une maladie chronique qui peut être traumatisante. Évidemment, se soutenir en groupe. Il y a un effet d'exemple aussi, hein, vraiment, les autres ont réussi. Et qui permet, ça il y a plusieurs diététiciennes qui nous l'ont dit, qui permet de dénouer plus facilement des situations. Quand vous êtes face à un patient en consultation, en face à face,
le fait de pouvoir vraiment le mettre dans un... Enfin, quand vous êtes en face à face, c'est plus compliqué de faire passer des messages un peu descendants. D'après ce que nous disent en tout cas certaines diététiciennes, le fait d'être en groupe et de voir la preuve par l'exemple facilite, dénoue des situations. Et donc fait tomber des barrières aussi. Là, on a plein d'exemples de groupes. Alors, un exemple, c'est un peu différent parce qu'il y a une démarche qui est en plus un peu ésotérique derrière, etc. Mais c'est quand même, si on doit prendre un exemple basique qu'on prend souvent nous, c'est les alcooliques anonymes. Hein. C'est le fait de pouvoir réunir les personnes et puis voir que certaines personnes ont réussi à sortir de tout ça, c'est souvent très fort dans l'expérience des patients. Et enfin, se motiver ensemble, vous l'avez dit. Ce qu'on nous a dit que j'aime bien garder, moi, dans l'idée, et ça, on nous l'a dit à plusieurs reprises aussi, et notamment des médecins nutritionnistes et des diététiciennes, c'est la magie de l'effet de groupe. Il y a quelque chose qui se passe dans le groupe qui est un peu magique. L'intérêt pour les patients, il est double. L'intérêt, il est, en tout cas, il est sur deux grandes dimensions. D'abord, c'est un intérêt motivationnel, vous nous l'avez dit aussi. Rencontrer d'autres patients, parler à d'autres personnes, et donc pouvoir échanger. S'engager et rester plus facilement engagé grâce au groupe. Alors ça, on l'a tous vécu, je pense, mais c'est vraiment le truc de base de, quand vous voulez vous inscrire dans une salle de sport, c'est toujours plus facile de s'inscrire quand on y va avec un ou une amie que quand on y va tout seul, et c'est encore plus facile de s'y inscrire et d'y retourner quand on est plusieurs. C'est exactement pareil, je pense, pour tout le reste. Le groupe facilite l'engagement et il faut en avoir conscience, notamment, encore une fois, les groupes un peu semi-fermés, on va retrouver des personnes. Il y a un engagement moral sous nous, qui est sous-jacent, et qui n'est pas le même que l'engagement moral et professionnel que vous avez, même si vous avez un contrat thérapeutique, j'ai envie de dire, avec les patients qui n'est pas le même. Ça offre aussi plus de flexibilité horaire aux patients, notamment tout à l'heure on en parlait, les patients qui sont contraints, on peut participer à un groupe plus facilement à des horaires, puisque ça laisse plus de place, et ça permet de vivre une expérience. Ce qu'on nous a dit souvent, alors on a des milliers de commentaires, hein, mais c'est motivant de retrouver le groupe, bêtement. Voilà. La deuxième chose, elle est évidemment économique. Je veux dire, un groupe en libéral coûte moins cher qu'une consultation. Et donc, ça permet deux choses, ça permet de tester, mais aussi de continuer à moindre coût, et sans trop s'exposer dès le départ grâce au groupe. C'est-à-dire que non seulement je teste, ça me coûte pas trop cher, mais en plus, je suis pas dans cette relation de face à face qui est un peu différente. Je peux être un peu caché et éclore au fil de l'eau et me dévoiler au fil de l'eau dans le groupe. Alors, ça peut avoir des freins aussi, et tout le monde n'est pas adapté au groupe, mais pour certaines personnes, ça leur permet de faire ce premier pas, qui mène parfois d'ailleurs à la consultation ensuite dans un deuxième temps. Ça permet d'accéder dans le temps à des accompagnements avec des budgets qui sont plus contraints. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'un mois d'accompagnement hebdomadaire, un mois avec vraiment l'accompagnement toutes les semaines pour le tarif d'une consultation. Et ça, c'est imbattable. Et donc, encore une fois, on n'a pas un problème de demande. Hein. On a 24 millions de malades chroniques, on a à peu près 50%, on avait vu des études là-dessus, j'ai oublié de vous le dire, mais 50% des patients, des personnes, des Français qui disent qu'ils souhaiteraient être accompagnés pour leur santé d'une manière ou d'une autre. Le tarif est évidemment, et vous le savez malheureusement mieux que moi, un frein à l'entrée aussi. Au-delà de la motivation, c'est un grand frein à l'entrée, et pouvoir packager ça, et je pense que quelqu'un nous le disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire des forfaits, déjà c'est plus engageant, et ça permet aussi d'accompagner les personnes dans le temps. Et quand vous avez une consultation qui est à 60 € et que vous proposez plutôt 4 groupes chaque semaine à 15 €, de fait, vous allez plus engager les personnes. Pour les diètes, pour les pros, deux grandes familles d'intérêts aussi, il nous semble. Premier, c'est bêtement, organisationnel, de gérer les horaires les plus demandés plus facilement. Vous l'avez certainement toutes et tous vécu, mais ces horaires, encore une fois, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, alors c'est pas le cas pour vous toutes et vous tous, mais ces horaires de fin de journée qui sont très demandés, ces horaires entre midi et 2 qui sont très demandés, certains qui sont les plus demandés, alors il y avait des jours un peu qui étaient identifiés, les passer en groupe et permettre à plus de patients d'aller dans ces horaires-là. Ça vous permet aussi de proposer des heures creuses aux entreprises qui vont être... donc nous, on y travaille beaucoup sur Bardabé. Alors, c'est pas encore le cas, mais on est en train d'essayer de nouer des partenariats avec des entreprises, que ça soit des entreprises en direct, pour pouvoir proposer ça directement à leurs collaborateurs, des grands comptes, etc., des grandes entreprises, mais aussi des entreprises de l'univers... les mutuelles sont des entreprises, l'univers social et solidaire, mais pour pouvoir proposer ça à des patients par l'intermédiaire de mutuelles collectives, par exemple, et donc en accord avec l'employeur,
mais aussi avec, là on parle des mutuelles, mais on parle aussi de la prévoyance, hein, surtout les mi-temps thérapeutiques, ce genre de choses, pour accompagner les personnes qui sont en situation de maladie chronique, qui sont des actifs pour le retour au travail. Et voilà, on essaie de travailler avec les entreprises, et donc que ça soit un contrat moral aussi avec l'entreprise, que ça soit ouvert, voilà. Et donc pouvoir proposer ça dans les 6 heures creuses à ces comptes-là que vous avez peut-être du mal encore à adresser. Ça vous permet évidemment de diversifier votre offre, c'est-à-dire vous aurez la consultation, vous aurez l'atelier de groupe, et vous aurez des ateliers de groupe en fait, et de faciliter, je vous l'ai dit, le recrutement pour la consultation. Ça c'est, alors c'est un peu plus à la marge, mais quand même, on nous l'a dit, des personnes qui rentraient en groupe et qui ensuite glissent vers la consultation pour des accompagnements de renforcement un peu plus avancés. Économique, alors c'est l'évidence, mais je vous le dis quand même, c'est premièrement d'augmenter votre taux horaire. Alors, je vais essayer de répondre à la question au fil de l'eau. Comment contacter les entreprises? On explique ce que l'on peut proposer, comment choisir les entreprises. Donc ça, c'est une vraie difficulté, hein, de contacter les entreprises. Pour vous, quand on a fait de l'enquête, c'est ce qui ressortait. Il y a deux problématiques, c'est qui on contacte, parce que les entreprises, il y en a plusieurs centaines de milliers quand même en France, de toute taille, des plus ou moins accessibles. Du coup, c'est pas pareil de contacter Veolia que de contacter la PME à côté de chez vous. Et c'est notamment pour ça qu'on veut vous aider avec Barnabé. Ceci étant, vous pouvez déjà essayer dès maintenant de le faire par l'intermédiaire de la CCI, par exemple, en proposant vos services, donc la chambre de commerce, bêtement, en allant chercher autour de vous. Mais les expériences qu'on nous a opposées, c'est que c'était vraiment pas évident de les contacter. Sur le choix, ce qu'on sait, ce qu'on a identifié, alors c'est que en fait, ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Et vous allez avoir des cultures d'entreprise qui vont être, on va dire, par segment plus facilement identifiables. Les entreprises qui sont plus ouvertes à ça, vous les identifiez assez facilement. C'est les entreprises qui font beaucoup de communication autour de tout l'accompagnement qu'ils proposent pour leurs salariés. Mais généralement, c'est des entreprises qui sont déjà adressées, malheureusement, par des solutions. Je vous donne juste un petit tip, c'est que les startups ont souvent proposent plus facilement ce type de solution. Et les startups plutôt de grande taille, et donc essayer de les adresser directement. C'est très compliqué généralement parce qu'il faut avoir le bon niveau de discours et savoir leur parler. Voilà. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on essaie maintenant de mettre en place des offres où en fait on sert d'intermédiaire entre vous et les entreprises, et on vous permet de remplir ces heures creuses, et on est en train de le construire actuellement. Donc économique, donc c'est augmenter votre taux horaire. Augmenter votre taux horaire, c'est si vous avez basiquement un patient à 60 € de l'heure en taux horaire moyen, si vous faites un atelier avec 8 patients à 10 €, vous allez gagner 20 € de plus par rapport à votre patient normal. Donc c'est hyper basique, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc le patient va y gagner, vous allez y gagner, et voilà. Toute la difficulté étant de garantir effectivement qu'il y a suffisamment de monde dans le groupe, donc c'est le jeu, pour pouvoir avoir une taille de groupe suffisante, et d'avoir un tarif du coup qui correspond à tout ça. Généralement sur Barnabé, donc on est en train de développer cette activité, mais on propose aux professionnels d'intervenir pour éviter d'avoir de la concurrence sur le prix, ce qui serait déloyal pour tout le monde et ce qui ne servirait personne, d'être plutôt autour de 10 à 15 €, voire un peu plus, mais activité par patient, pour pouvoir engager les patients. Et on va bientôt vous proposer aussi simplement de pouvoir proposer vos ateliers, et que ce soit Barnabé qui soit votre client, et que nous, on puisse adresser des volumes de patients. Donc avoir les deux modalités, soit vous les proposez en direct et vous pouvez augmenter vos taux, soit on vous garantit un taux horaire, et nous, on remplit les ateliers. Alors, bonne question sur le remboursement mutuel. Est-il possible avec les ateliers? On commence à faire le tour des mutuelles. On se dit qu'ils ont plutôt intérêt à faire ça, parce que si ça coûte moins cher aux patients, ça leur coûte moins cher à eux également. Ne pas oublier effectivement le temps de la préparation. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'indications sur ce sujet-là. On va, alors pour toutes les personnes, et du coup je vous invite, encore une fois c'est gratuit, donc ça ne vous coûte rien et vous serez dans les newsletters. On est en train de mener ces démarches-là auprès de tous ces financeurs tiers, hein, que ce sont les mutuelles, les instituts de prévoyance, tous ces organismes-là, les employeurs, pour avoir un peu leur ressenti sur ces sujets-là, et on vous communiquera sur les remboursements. Il me semble que malheureusement, ça sera mutuel, enfin groupement de mutuelle par groupement de mutuelle, comme c'est déjà le cas pour les volumes on est déjà en contact avec 2 grands groupements de mutuelles, ou en tout cas d'assureurs de santé.
préparation pour tout ce qui est atelier. Ceci étant, ça dépend des typologies d'ateliers. Donc ça, on le verra juste après. Vous avez des ateliers qui nécessitent beaucoup moins de temps de préparation et qui, pour autant, sont plébiscités par les patients. Tout à l'heure, on parlait des ateliers défis. Là, c'est plus de l'expérience, peut-être plus du tuilage avec quelqu'un qui en a déjà fait pour voir comment ça se passe. Mais généralement, une fois que vous avez la méthode de défi, bah, vous pouvez la répéter. Voilà. Les groupes de parole aussi. Il y a plusieurs méthodologies, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font un peu à la volée, et ça se passe très bien avec les patients. Après, c'est un talent aussi d'animation, mais voilà. Autre intérêt économique, c'est toucher plus de patients, c'est-à-dire adresser encore une fois des patientèles aux ressources plus limitées qui ne pourraient pas malheureusement suivre un parcours traditionnel, j'ai envie de dire, de consultation, de 3 à 4 séances, 5 en fonction des besoins, voire plus, parce qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes. Ils ne peuvent pas le faire peut-être en individuel, à 60 € la séance ou à 50 € la séance, je ne sais pas les tarifs que vous pratiquez, mais ils peuvent potentiellement le faire en groupe. Et donc ça, le garder quand même en tête. Donc du coup, toutes ces patientèles-là qui ont des ressources limitées, leur donner accès, et c'est un de nos objectifs encore une fois chez Barnabé, c'est le principal, leur donner accès à ces accompagnements. Réengager les patients aussi sur une offre complémentaire. Vous avez eu un suivi sur un patient, le patient a fait tout le suivi, il était ravi de la collaboration que vous avez eue ensemble, etc. Et vous pouvez lui proposer, pourquoi pas, faire groupe. Et donc le faire de manière saisonnière, on le verra, ponctuelle, voilà, pour lui proposer ça. Et donc, via des canaux que vous n'utilisez pas encore, c'est-à-dire, typiquement, encore une fois, le groupe en soi, c'est un canal que vous n'utilisez pas encore, et notamment le groupe distanciel, c'est-à-dire le groupe en visio. La consultation en visio, c'est pas forcément quelque chose, c'est pratique, mais c'est pas forcément quelque chose qui est toujours apprécié, adapté. Pour le coup, le groupe en visio marche très bien, et c'est assez étonnant, et ça met dans un état de pleine conscience, pour parler avec un vocabulaire que vous connaissez certainement. Et ça, on nous l'a dit, c'est les professionnels qui nous l'ont dit, que ce soit les professionnels paramédicaux, enfin notamment les diététiciens, diététiciennes, mais aussi des médecins qui nous ont dit ça. Ce qu'on fait généralement en groupe, en visio, en 1 heure, on le fait en 1 heure et demie en présentiel, ne serait-ce que par les bavardages, etc. etc. Donc c'est quand même un canal qui est intéressant et où on peut avoir du coup cette proximité au domicile des personnes, et notamment, par exemple, pour tout ce qui se passe en cuisine, et pour que les gens le fassent avec leurs propres assiettes, leurs propres ustensiles plutôt qu'assiettes, leur propre frigo, et qui se rendent compte aussi du décalage qu'ils ont potentiel, sans les mettre évidemment dans des situations compliquées, mais qui sont peut-être pas équipés comme il faut, et voilà. Alors, hop là. Comment mettre simplement en place simplement des ateliers de groupe en libéral? Je vais avancer un peu vite parce que du coup j'ai beaucoup parlé, il ne reste plus que 10 minutes. Première chose, c'est une vraie recommandation qu'on vous donne, c'est de vous construire une vraie communauté de patients, c'est-à-dire des patients fidèles en communauté. Et une communauté, c'est pas juste une file active ou entre guillemets un stock de patients. Une communauté, ça sous-entend des choses, c'est pas pour rien que je vous dis ça de cette manière-là. Les premiers patients que vous pouvez intégrer dans votre communauté, c'est votre patientèle actuelle. Et votre patientèle actuelle, non pas celle qui est en file active, non pas les X patients que vous traitez dans le mois ou dans les 2-3 derniers mois en ce moment, et que vous accompagnez récemment, mais tous les patients que vous avez déjà accompagnés. Et donc, pensez à les réengager de manière systématique. Et ces patients-là, ils vous ont sollicité, vous les avez accompagnés, parfois certains jusqu'au bout, etc. Ils sont ressortis peut-être, mais ils ont peut-être à nouveau des besoins. Il ne faut pas hésiter à les réengager de manière systématique, à leur proposer de nouvelles choses. Et on le verra généralement sur une saisonnalité, à des moments, à des temps où ça peut particulièrement leur parler. Je suppose que vous le faites déjà, mais je vous le dis quand même. Faciliter aussi, mais alors quand je vous dis faciliter, c'est vraiment d'insister là-dessus, la recommandation interpatient et pro-patient, on en a parlé tout à l'heure, mais interpatient aussi. La recommandation interpatient, c'est fondamental. La facilité, c'est simplement de ne pas hésiter. Alors, ça a un nom, hein, même dans les démarches commerciales, c'est de faire ce qu'on appelle la recommandation active, c'est-à-dire de ne pas hésiter à dire à vos patients ouvertement, d'en parler à d'autres, voire de ne pas hésiter de demander à vos patients de vous présenter d'autres personnes, ce genre de choses. Ça peut vous paraître un peu pushy, comme on dirait, un peu, voilà, vous n'êtes pas dans une logique commerciale pure, ça je vous l'accorde, mais parfois des simples petits faits et gestes comme ça permettent vraiment de faciliter les choses. Quelqu'un qui vous a été recommandé, généralement, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que vous avez 8 chances sur 10 au moins de l'adresser.
par rapport à quelqu'un qui vous adresse comme ça au hasard. Donc la recommandation, elle peut se faire pour celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, donc sur des reposts, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Et encore une fois, une recommandation par quelqu'un va vraiment faciliter la mise en relation. Elle peut se faire aussi sur des mailings. Donc, quand vous faites un mailing bêtement, n'hésitez pas à dire bêtement, hein, mais ne pas oublier de repartager ce mail. Voilà. Appuyez-vous sur les patients les plus investis, donc ceux qui sont vraiment, vous avez vraiment convaincu, avec qui vous avez une relation vraiment proche, et proposez des parcours pluridisciplinaires avec des co-inclusions. Donc, pareil, pourquoi les professionnels ne vous répondent pas forcément, etc. Parce que, en fait, ils ont peut-être déjà un réseau de 3, 4, 5 diététiciennes ou diététiciens à qui ils adressent leurs patients, et ça sera un de plus, il faudra qu'ils y pensent. C'est pas la même logique que de leur dire, écoutez, on va co-inclure des patients. C'est-à-dire, vous êtes APA, je suis diète, ou vous êtes sophrologue, je suis diète, etc. Travaillons ensemble et partageons nos patientèles. Et proposons-leur un peu des parcours intégrés. Et là, ça vous fait un effet volume qui est beaucoup plus intéressant et un potentiel de recrutement qui est hyper intéressant aussi. Faciliter les sollicitations entrantes, spontanées. Donc, soyez visible, on vous l'a dit, proposez des événements, mais même facilitez-le. Le fait d'être présent sur les réseaux, ne serait-ce que pour ça, facilite sur des messages. C'est comme ça qu'on vous a sollicité. Voilà, c'est un des exemples. Soyez visible, ayez un mail facilement accessible, ce genre de choses. Facilitez l'accès à votre offre et soyez réactive aux sollicitations. N'attendez pas 3 semaines, c'est des exemples basiques, mais quand même, encore une fois, n'attendez pas 3 semaines avant de répondre à quelqu'un. Parfois, c'est dur parce qu'on a, voilà, mais il faut être réactif. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Quelqu'un qui vous sollicite, si vous lui répondez dans les premières heures, vous avez beaucoup plus de chances qu'il devienne votre patient derrière, parce que potentiellement, il sollicite peut-être d'autres personnes, que si jamais vous attendez 2, 3, 4, 5 jours. Et c'est vraiment indispensable de le faire quasiment immédiatement et d'avoir tout de suite une proximité avec le patient. Suivez les sollicitations entrantes et n'hésitez pas à les relancer. Quelqu'un qui vous a sollicité, à qui vous répondez et qui vous répond pas tout de suite, relancez la personne. N'hésitez pas à le faire. Ça fait vraiment la différence. Enfin, dernière chose, pour votre communauté, donc ça c'est pour la construire, encore une fois, pour l'acquérir, c'est segmenter-la aussi. Segmenter-la en fonction des profils de patients et créer des groupes uniformes pour proposer donc des contenus et des offres spécifiques. Alors ça, je vais vous dire ce qu'on m'a déjà dit aussi, mais typiquement, sur des cas un peu extrêmes, on évite généralement, et c'est la recommandation qui nous ont été faites, nous, sur Barnabé, dont je vous la transmets, vous serez peut-être pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On évite de mélanger les personnes en sous-poids et les personnes en surpoids, par exemple, offre basique, et donc on leur adresse pas le même type de message. Donc, je suppose que vous traitez peut-être pas forcément tout le temps des deux, mais voilà. Et ainsi de suite. Donc il faut vraiment que vous ayez une segmentation. Certains profils sont compliqués à gérer ensemble. Et enfin, ayez conscience que tout le monde ne souhaite pas faire de groupe ou de distanciel, et inversement. Il y a des personnes qui vont vraiment vouloir faire du groupe parce que c'est plus confortable pour elles. D'autres, ça va être l'inverse. Ça sert à rien aussi d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré, et ce genre de choses. Donc, pour construire votre communauté, voilà un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre d'y aller facilement, et le faire toujours dans une logique, comment dire, à moindre coût. C'est-à-dire, là, vous investissez déjà beaucoup de temps pour, voilà, mais il y a plein de petites choses, plutôt d'éléments à penser au fil de l'eau, qui vous permettent, sans dépenser trop d'énergie, trop de temps et trop d'argent surtout, de réengager les patients, etc. Toujours un autre, on l'a pas mis dans la présentation, mais je vous le dis, toujours proposer une action postérieure. C'est-à-dire, quand vous envoyez un mail, vous proposez une action. Même si c'est une newsletter, vous proposez quelque chose. Et quand vous faites un post, vous proposez aux personnes de réagir, etc., etc. Toujours proposer des choses derrière. Voilà, gardez ce lien avec cette communauté. Enfin, évidemment, animer cette communauté de patients. Donc là, j'ai commencé à vous l'évoquer, mais faciliter la création de liens entre les patients, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a le lien que vous créez avec votre patient, il y a avec vos patients, il y a cette confiance, encore une fois, dans la thérapeutique qui se met en place. Mais si les patients se connaissent entre eux, s'ils se retrouvent, s'ils ont des sympathies, etc., vous allez beaucoup plus les engager et beaucoup plus les fidéliser dans le temps. Voire, en fait, c'est le comble de la fidélisation, c'est qu'ils vont être les ambassadeurs et qui vont commencer, et nous on l'a vu, on l'a observé sincèrement sur Barnabé, ils ou elles vont inviter des amis, des personnes de leur famille à venir rejoindre ce groupe, etc., cette communauté. Et voilà, et ça, ils vont vous faire votre propre inclusion, ça sera vos ambassadeurs, encore une fois. Les patients reviendront plus facilement à vos ateliers s'ils se connaissent et s'ils s'entendent bien. Des groupes segmentés par profil de patients. Donc, à vous de voir les profils de patients qui fonctionnent ensemble. Et ça, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Des groupes semi-fermés. Gardez une proximité avec vos patients. Et je vais dépasser un peu l'heure. Donc, désolé pour les personnes qui ne peuvent pas rester.
On vous enverra le replay dans tous les cas. Garder une proximité avec les patients. Donc, à minima, une newsletter trimestrielle, c'est vraiment la recommandation que je vous donne. Et donc, effectivement, les groupes semi-fermés. Un groupe semi-fermé, c'est si vous faites un groupe qui est complètement ouvert, le risque, c'est que ça soit jamais les mêmes personnes. Donc, vous retrouvez jamais les mêmes personnes, surtout si vous avez une patientèle très large. Un groupe complètement fermé, le risque, c'est qu'il s'appauvrisse au fil de l'eau et que ce soit toujours les mêmes personnes et qu'il y ait un effet groupe qui soit presque trop fort. Et que du coup, parfois, il y a des personnes qui décrochent et que le groupe devienne de plus en plus petit. Un groupe semi-fermé, c'est trouver un bon équilibre entre les deux. C'est avoir une base de patientèle qui revient et permettre à des personnes de prendre le groupe un peu au fil de l'eau, en faisant toujours attention que ça puisse bien fonctionner avec le groupe existant. Donc, il y a parfois des caractères un peu forts, des gens qui prennent un peu le dessus, etc. Voilà. Mais il y a cette animation de groupe à gérer et faire rentrer les gens au fil de l'eau dans vos groupes. Et donc, d'un atelier à l'autre, j'entends. Et en leur donnant ce rôle-là aussi, et en les accompagnant dans un tuilage au fil de l'eau. Donc ça, vraiment, on vous le recommande. Mettez en place donc une logique saisonnière et événementielle. Rééquilibrage alimentaire après les fêtes, c'est des évidences aussi ce que je vous dis, peut-être que vous le faites déjà, mais voilà. Préparez l'été, donc le summer body, ce genre de choses, sans, évidemment, là je plaisante, mais c'est sans faire de la stigmatisation, mais vos patients vont se poser des questions autour de leur alimentation à des moments précis de l'année, et c'est le moment de les accrocher, de les réengager. Alors les accrocher tout court d'ailleurs, et les réengager aussi. Faites des sessions d'ateliers parfois gratuites. Alors je ne dis pas d'en faire 15 par mois ou 15 par an, mais en faire une fois de temps en temps gratuite ou des webinaires comme je suis en train de faire là avec vous, et pour vous faire connaître et pour que les gens puissent le partager avec un mailing derrière à votre patientèle en disant je fais un webinaire sur sur les problèmes alimentaires, etc. Partagez-le, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et là, ça va vous permettre de recruter de nouveaux patients et de sensibiliser des gens et que les gens connaissent votre métier. Souvent, les gens connaissent mal votre métier. Et donc, ils vont pouvoir avoir de bonnes surprises. Et enfin, faites vivre une expérience à votre communauté et innovez. Hyper important. Si c'est un groupe où les gens ne vivent rien, il n'y a pas d'expérience, voilà, il faut que ça soit ludique, innovant, mais aussi des temps de confession et d'échanges profonds. Il ne faut pas juste que ça soit fun. La confession, c'est hyper important. On vit aussi une expérience dans la confession, quand quelqu'un vraiment dit des choses pendant un atelier. Les autres personnes autour vivent quelque chose de fort aussi, elles se retrouvent dans tout ça, et c'est fondamental. Et adapter les tailles de vos groupes. Alors là, il y a une espèce de règle un peu à l'emporte-pièce, mais qui est une règle quand même. Plus il y a d'échanges d'un groupe, donc un groupe de parole, il y a généralement beaucoup d'échanges, c'est beaucoup des patients qui parlent, plus le groupe doit être petit. Inversement, moins il y a d'échanges, plus c'est descendant, plus le groupe peut être grand. Donc là, on est très nombreux, il y a quelques échanges, pas beaucoup, mais donc on peut être très nombreux. Si on avait vraiment échangé sur... voilà. Alors dans ce cas, tous les micros sont-ils ouverts pour faire participer les patients sans qu'ils coupent la parole? Ça, c'est effectivement, il y a des règles de bienséance à mettre en œuvre. C'est un peu ce que j'ai fait en début de ce webinaire, c'est ce que je vous recommande, c'est de rappeler systématiquement, ça prend 10 secondes au début, les règles de bienséance pour prendre la parole. À vous de voir ce qui est le plus adapté pour vous. Là, on était nombreux, donc c'était plutôt par message, parce que c'est un format webinaire. D'autres personnes préfèrent l'élément de lever la main ou de demander la parole dans le chat. D'autres personnes permettent la prise de parole, voilà, mais sans couper la parole. Voilà. Ça, c'est vous qui définissez vraiment les règles dans votre groupe. Alors, effectivement, enregistrer les ateliers pour avoir des replays, c'est très demandé par les patients. Très, très demandé par les patients. Pour rien vous cacher, on est en train de le mettre en place sur Barnabé avec la solution qu'on utilise là aujourd'hui, d'ailleurs, qui est notre nouvelle solution de visio, qui n'est ni Zoom, ni Google Meet, ni rien, et qui a plusieurs avantages qu'on est en train de déployer, notamment le fait de pouvoir enregistrer, de mettre, alors c'est pas encore déployé, mais pouvoir enregistrer et le mettre à disposition immédiate des patients. Mais c'est très demandé pour les patients, notamment pour les groupes de parole un peu moins, mais surtout pour tout ce qui est typiquement recettes, ce genre de choses, pour pouvoir revivre la chose. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est assez intéressant, qui a été fait par certaines personnes, c'est de vous enregistrer vous-même. Alors ça prend un peu plus de temps, mais faire une première version seule, face caméra, vous faites votre recette par exemple, vous l'enregistrez, vous avez le lien qui existe sur YouTube ou sur Barnabé ou sur les deux, et vous refaites l'expérience et ensuite vous reproposez cette version un peu condensée et la version enregistrée. Ça marche bien et les patients sont assez demandés de ce genre de choses. Voilà. Dernière recommandation, évidemment, utiliser Barnabé. Donc, je plaisante, mais nous, simplement pour vous dire, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment une communauté de professionnels. Là, on a appuyé assez fort auprès des diététiciens et diététiciennes, parce que historiquement, on vient plutôt des maladies métaboliques, c'était plutôt les réseaux obésité, diététique, etc., diabète, etc., qui nous ont utilisés, et donc beaucoup
de diète. Et on a vraiment envie de pouvoir faire grandir cette aventure-là avec les libéraux. On a du coup construit une offre qui est gratuite actuellement, donc sans abonnement, avec simplement des frais sur les transactions qui couvrent les frais bancaires, etc. Et pour toutes les personnes qui vont participer à ce webinaire et même tous les nouveaux arrivants sur Barnabé, on laisse pour l'instant la visioconférence qui sera déployée. Donc cette visioconférence qu'on utilise là maintenant sera déployée là dans les jours à venir et sera gratuite pendant un certain temps aussi sur Barnabé, pendant potentiellement plusieurs mois. Donc vous pouvez utiliser intégralement la plateforme pour faire du groupe, etc., gratuitement. Voilà. Et plus vous serez nombreux et plus vous allez intégrer des patients. Donc on a fait les diètes, on va faire les EAPA, on va faire les psychologues, on va faire etc., etc., etc. On va accélérer vraiment. Plus vous serez nombreux, plus vous allez inviter vos patients sur Barnabé et plus vous pourrez faire de la co-inclusion et vous proposer voilà, des patients entre vous. On est aussi en train de lancer vraiment des logiques de parcours et de suivi. Vous pourrez donc proposer ces forfaits sur un parcours intégré. Vous pouvez déjà le proposer sur des éléments d'abonnement un peu illimités, mais là, vous pourrez vraiment le proposer par parcours avec des étapes et surtout permettre de partager des contenus asynchrones, c'est-à-dire pouvoir même proposer à vos patients quelque chose qui, en gros, pour le prix, encore une fois, d'une consultation, voilà, et qu'ils aient un réel accompagnement avec en plus des vidéos, avec des articles, des recettes que vous pouvez rédiger, avec un tas de choses où vous les gardez en contact. Et tous ces articles, vous pouvez en mettre une partie à disposition gratuitement et ça vous fait autant de visibilité sur Internet pour les gens qui cherchent recettes pour maigrir, ce genre de choses, et les détourner de toutes ces personnes qui font de la pub à la télé pour des choses livrées à domicile. On sait tous que ça ne fonctionne pas, et ce genre de choses. Donc voilà, donc venez sur Barnabé, on vous accompagnera avec plaisir pour créer votre compte et on pourra donc vous aider, on l'espère, à développer votre activité et à permettre au plus de patients de participer. Pour les patients, effectivement, le programme est visible sans inscription, c'est-à-dire qu'il peut être visible de l'extérieur si vous le décidez, ou il peut être caché, c'est vous qui décidez. On peut vous faire, alors pour celles et ceux qui souhaiteraient, on peut vous faire, donc moi-même ou les membres de l'équipe, vous faire des démos vraiment un peu plus avancées du produit. Là, ce n'était pas le sujet. On vous parle du produit, mais on vous parle de Barnabé, mais c'était plutôt de parler sur les bonnes pratiques, etc., autour des ateliers. Mais on peut vous faire une démo. Vous allez recevoir une évaluation donc, qui va vous être transmise. J'espère que ce webinaire vous a plu et vous pourrez nous le dire et nous faire des commentaires. Et vous trouverez dans cette évaluation tous les éléments pour éventuellement donc, créer encore une fois votre compte gratuit. J'insiste, je n'essaie pas de vous vendre quelque chose, de créer votre compte gratuit sur Barnabé. On va plutôt essayer de vous amener des patients et de vous permettre de générer du chiffre d'affaires. C'est grâce à ça qu'on pourra nous aussi en générer. Et aussi pour éventuellement prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous faire des démos. Prochain atelier, prochain webinaire qu'on organise, quelle pratique pour animer des ateliers diététiques, là, aller beaucoup plus loin et aller avec des diètes là qui vont vous en parler directement, qui le font déjà pas mal, qui sera le 24, dans 10 jours. Vous pouvez y accéder notamment en vous créant un compte sur Barnabé ou sur notre blog. Et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et vous serez informé de tous ces sujets-là. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire... voilà. Alors, j'essaie de répondre aux questions. Des exemples d'animation seront donnés. Oui, c'est le but, hein, c'est vraiment de parler de ce que vous pouvez faire, de casser un peu les peurs que vous pouvez avoir parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels avaient un peu peur de se lancer dans le groupe, alors que finalement, une fois que vous en avez fait 2-3, ça se passe très bien. Ce genre de choses, donc de travailler un peu sur tout ça et sur ce que vous pouvez faire et de mettre vraiment en musique ce genre de choses. Voilà, merci à vous toutes et tous. On vous transmettra le replay de ce webinaire et puis maintenant que vous êtes avec nous pour ce webinaire, on vous transmettra aussi de nouveau et n'hésitez pas à venir vous créer un compte professionnel sur Barnabé et on vous accompagnera avec plaisir. Merci à toutes et à très bientôt.